Bonjour à tous. Il existe dans les Alpes une route qui marque les esprits. D'abord parce qu'elle traverse des paysages sublimes et souvent très impressionnants. Ensuite parce qu'elle a hérité d'une longue histoire. On passe ici depuis la nuit des temps. Assez particulier le Lotaret. C'est un col qu'on tient ouvert tout l'hiver. Cette route n'est pas seulement un lieu de passage, c'est aussi un trait d'union entre ceux qui vivent de part et d'autre de la montagne. Et ce sont ces gens que je vous propose de découvrir tout au long de cette émission. Audacieuses et vertigineuses, les grandes routes alpines côtoient le vide, flirtent avec les cimes et bravent au détour de leurs courbes incessantes les éléments naturels. Mais depuis que je parcours les Alpes, la route du col du Lotaret, réputée pour ses tempêtes de neige, m'a toujours fasciné. Reliant Grenoble à Briançon sur près de 150 km, ce long ruban à cheval sur l'Isère et les Hautes-Alpes atteint son point culminant à plus de 2000 mètres d'altitude, sur l'emblématique col, l'objectif de mon voyage. Mais avant d'y parvenir, la route doit fendre les premiers brouillards, s'extirper du torrent bouillonnant de la Romanche et s'accrocher au flanc des falaises abruptes, au bord du précipice. Ce sera le dernier passage conquis par les hommes au prix de nombreux sacrifices, afin de faire passer une route digne de ce nom, la route impériale. Et c'est ici, au beau milieu de ces gorges impressionnantes, juste après la plaine de Bourdoisan, que je rencontre Bernard, un historien passionné par les hommes de la vallée. Alors là, on arrive en étant confronté à ce paysage pas vraiment engageant, surtout avec les moyens de l'époque. C'est le moins qu'on puisse dire. On était devant un gouffre, une immense faille, qu'on se mette à la place du voyageur qui arrive de Bourdoisan, de Grenoble et qui doit se rendre à Briançon, passer le col du Lotaret. Il n'est encore pas arrivé, il a encore 20 km à faire au moins. Et la toponymie a un sens ici. Tout à fait. On retrouve dans les noms les caractéristiques du lieu. L'Infernet. Ça s'appelle l'Infernet. Ça s'appelle l'Infernet. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas le choix, il est obligé de le contourner. Cette gorge étroite, inquiétante, Malval, mauvaise vallée, pour ensuite s'élever effectivement vers le Lotaret en passant par la Grave. Et alors les gens qui s'apprêtaient à faire ce grand voyage, parce qu'à l'époque c'était un grand voyage, une grande traversée. C'est une aventure. Leur principal compagnon, c'était le bon Dieu, parce qu'il y a des calvaires tout le long. Ils se confiaient, je dirais, à Dieu. Ils avaient une petite prière en passant devant un oratoire et ils s'engageaient courageusement. Alors pendant longtemps, on décide de contourner ces gorges sinistres, et puis un beau jour, on décide de passer quand même et de créer une route. Et là aussi, c'est une aventure incroyable. On est entre 1804 et 1808 pour la création, cette ouverture du tunnel. Et à l'époque, ce n'était pas encore pour des raisons touristiques. Ça viendra plus tard. Non, c'était des raisons stratégiques, mais aussi pour s'ouvrir sur l'Italie qui avait été conquise. Et on a créé un tunnel dans une roche excessivement dure. Et on y a mis 500 à 600 bonhommes. Des gens qui savaient utiliser la poudre, la bourrer, et qui étaient payés très cher, justement, pour manipuler ces produits dangereux, à tel point qu'il y a eu un certain nombre de morts. Et ça s'est passé ici. Et ça s'est passé ici, 18 morts, dans ce tunnel. Remontant la Romanche, la route atteignait une vaste plaine verdoyante, jusqu'à la construction en 1929 d'un immense rempart de béton, le barrage du Chambon. Un ouvrage essentiel pour le développement industriel de la vallée qui bouleversa le tracé de la route du col. J'imagine qu'à cette époque, la construction de ce barrage a été une véritable révolution dans la vallée. C'était effectivement très important. D'abord, ça a fourni de la main-d'œuvre, mais en même temps, cela a modifié complètement la vallée. Et comme tous les barrages, ça s'est fait au sacrifice de certains villages. Il y en avait ici. Il y a eu 3 villages sacrifiés, 2 qui sont au fond de l'eau, le village du Chambon et le village en amont du Dauphin, et donc un autre village qui était en limite du plan d'eau. Alors c'est l'une des péripéties de l'histoire de cette route, la construction du barrage. À partir du moment où le plan d'eau a existé, il a fallu passer par ailleurs. La société qui avait la charge de construire le barrage avait aussi l'obligation de détourner la route, puisque la route, par le fait du plan d'eau, se trouvait noyée. Donc elle a étudié plusieurs projets et retenu le moins élevé, finalement, celui passant sur le sommet du barrage, ce qui a obligé effectivement d'ouvrir des tunnels. De nouveau, la route joue les funambules à travers de nombreux ouvrages d'art défiant le vide.
Pendant 80 ans, le grand tunnel du Chambon l'a protégé des avalanches, jusqu'au jour où il se trouva lui-même au cœur des préoccupations. On va se rendre sur les routes pour commencer ce journal avec la fermeture depuis hier du grand tunnel du Chambon. Sous surveillance constante depuis 20 ans, ces mouvements géologiques se sont brusquement accélérés. L'utilité de cette route qu'on appelle encore aujourd'hui la route nationale 91 n'est donc plus à démontrer. Seulement voilà, en avril 2015, ce tunnel, situé sous cette montagne, s'est écroulé, rendant l'accès complètement impossible. Alors, sous la pression des habitants de Lagrave et du Briançonnais, on a décidé de construire cette fameuse route de secours, l'une des seules routes de secours RS en France, qui longe la Romanche sur le versant opposé et qui a permis aux habitants de la vallée de retrouver une vie à peu près normale, même si les conditions de circulation sur cette route sont un peu spartiates. Le lac du Chambon sépare les habitants de la Haute-Romanche de leur lieu de travail, notamment la station des Deux Alpes, principal employeur de la vallée. Judy Kael emprunte cette route tous les jours pour aller travailler. Bonjour Judy Kael. Bonjour Laurent. Tu m'emmènes à Lagrave? Eh ben allez, c'est parti, on y va. Ça descend vite là. Ouais, ben ouais. Quand il y a de la neige, ça doit être quelque chose. Bah pour le moment, on a eu de la chance. Mais le temps de construire ce nouveau tronçon, il s'est écoulé plus de 6 mois durant lesquels tout le monde a dû s'organiser. Les enfants ont quitté l'école de Bourdoisan pour aller à Briançon et les parents les plus courageux ont contourné le lac à pied, par la montagne, pour rejoindre leur travail. Face à cette situation, les autorités finissent par mettre en place des navettes estivales, pour le moins inhabituelles. Un privilège dont les habitants se seraient volontiers passés. Sans mauvais jeu de mots, on voit pas le bout du tunnel là? Pas vraiment. Non, non. Pour le moment, pour moi, le concret, c'est voilà, on vit sur cette route tous les jours. Mais la route de secours reste une petite route de montagne, vertigineuse et dont la fermeture, fortement probable pendant les tempêtes d'hiver, serait catastrophique. Cette route du col du Lotaret, pour vous, c'est vital? Pour aller chez les médecins, pour aller faire nos courses, pour les collégiens. Alors il faut faire un gros détour aussi, hein. Oui, soit par le Fréjus, soit par Gap. Et dans tous les cas, c'est cher et compliqué. Ben, c'est cher et compliqué, ouais. Et puis long. Car en cas de fermeture, il faut compter près de 4 heures pour rejoindre Lagrave en passant par Gap, Briançon, puis le col du Lotaret, un trajet impensable au quotidien. Pendant ce temps, sur le versant opposé, la montagne poursuit sa lente descente, entraînant avec elle la route fermée jusqu'à nouvel ordre. Nostalgique, Judy Kael m'emmène sur ce lieu complètement désert. Comment ils l'ont vécu, les enfants? Eh ben, les enfants, déjà, dans tout l'été, on les a pas beaucoup vus, vu qu'on avait ce système d'hélicoptère. Donc, on partait à 6h30 le matin, on revenait très tard le soir, vers 7h30. Lucie, ma fille, a été obligée d'être interne donc à partir des vacances de la Toussaint parce que passer le col du Lotaret tous les jours, c'est très très compliqué. Surtout quand il y a de la neige, de la tourmente. Et puis nous, on s'est dit que si on restait coincé sur les Deux Alpes, voilà, elle au moins elle était au chaud et puis au moins qu'elle puisse faire ses devoirs là-bas parce que nous, on n'y serait pas, quoi. C'est incroyable quand même de se rendre compte qu'on puisse être dans sa vie quotidienne à ce point dépendant d'un accès. Ah bah oui, parce que c'est notre route pour aller au travail, donc ouais. Mais ça règle le problème des gens comme toi qui travaillent de l'autre côté tant qu'il n'y a pas de problème de praticabilité. Et pour le tourisme, c'est pas encore la solution, c'est ça que tu me dis? Non. T'as hâte de la voir déneigée et pleine de voitures, celle-ci? Ah ouais, là, oui, vraiment, vraiment. Et de vivre comme avant, quoi. Avec des enfants qui peuvent aller à l'école à Bourdoisan, avec nous, avec les vacanciers, comme avant, quoi, vraiment. J'arrive maintenant à Lagrave, magnifique village blotti au pied du mythique sommet de la Meije. Mais derrière cette vision idyllique se cache une vallée asphyxiée par le goulet d'étranglement que représente la route de secours, qui ne peut absorber le flux des touristes. Salut David. Salut Laurent, ça va? Ça va et toi? Eh ben pas mal, écoute. C'est calme ici? Super calme. Et ouais, tu vois, c'est pas l'effervescence, hein, c'est pas la foule des grands jours quand c'est poudreux. Oui, je me souviens la dernière fois que j'étais venu, il y avait des bonnes conditions, on pouvait pas se garer sur le parking, il y avait la queue au téléphérique et là... Ah bah là, les conditions ont changé. Mais c'est ouvert quand même. Ah par contre c'est ouvert, ouais. Bon. Tout est ouvert. On peut aller voir? Allez, on y monte? La vue elle a pas changé? Non, elle est toujours aussi belle. Ça vaut le coup d'y aller.
Voilà plus de 40 ans que le téléphérique relie la route à la haute montagne. Il est l'outil de travail des guides présents en nombre à la Grave, car skier dans les vallons de la Meije n'est pas à la portée de tout le monde. J'embarque avec David, il travaille au téléphérique, principal relais économique du village. C'est pas facile, les vallons de la Meije. Enfin, faut déjà avoir un bon niveau de ski, donc on peut considérer que les gens connaissent déjà bien la montagne. Il faut avoir, comme on dit un peu ici, il faut avoir des jambes, il faut avoir la tête aussi justement, et donc un bon niveau de ski, plus qu'un niveau de slalomeur hors pair de Fana du Piquet. Mais on essaye pour que ça se passe au mieux, de toujours donner les bonnes informations. À l'inverse d'une station, on va dire qu'ici il faut réfléchir pour pouvoir skier, alors que la station classique va tout faire pour que vous ayez le moins à réfléchir pour pouvoir skier. Et ça fait partie des intérêts touristiques de cette haute vallée de la Romanche, parce que la renommée de la Grave est quasiment mondiale. Enfin, pas quasiment, elle est mondiale. Ah, elle est mondiale, on est même mieux connu et valorisé à l'étranger qu'en France, de par la spécificité, parce que c'est vrai que le hors-piste en France, c'est une clientèle de niche, et à l'étranger, voilà, on est vraiment une renommée vraiment mondiale. Mis à part quelques irréductibles, l'arrivée au paradis de la glisse est déserte. Ça fait du bien un peu de soleil. Hein. Ouais, ça réchauffe. Hein. Quand on est en bas, on est un peu dans l'ombre. Hein. Oui, ça fait partie de une situation qui devient problématique pour les gens de la vallée. Indirectement, tout le monde vit de ce téléphérique. Ah bah bien sûr, quand le téléphérique est en difficulté, c'est réparti sur les hôtels, sur les restos, sur tous les sociopros, parce que nous on est le fer de lance, donc on arrive à tirer notre épingle du jeu, mais eux se partagent la clientèle que nous on attire, donc c'est encore plus dur pour eux. Il y a une certaine habitude de pouvoir être enclavé 2-3 jours. On sait gérer ça, d'être enclavé 2-3 jours. Ce qu'on sait pas gérer, ce qu'on savait pas gérer, c'est d'être enclavé pendant 8 mois. Je pense qu'on sait toujours pas le gérer. Et après, on n'a pas le choix. Donc toi, tu dis quoi? Il faut s'adapter et essayer de faire avec les circonstances. Moi, je dis qu'il faut qu'on essaye de s'adapter. La clientèle de passage, on ne va pas l'avoir pendant au moins 2 ans, hein, vu les études parties sur le tunnel. Et je dis que voilà, faut qu'on arrive à convaincre les gens que mais c'est justement, c'est parce que c'est... On est tranquille, regarde. Voilà, on va faire un atout. On est tout seul. On est tout seul, voilà. C'est juste magnifique et on est tout seul. C'est juste le moment de venir. Et ce matin, un seul guide du bureau de la Grave est de sortie. C'est Mathieu qui est l'heureux élu. On est dans un environnement de très haute montagne, avec des gros glaciers, des gros sommets, mais à la fois très proche des grandes villes et très proche des axes de communication. La route Briançon-Grenoble. Et en à peine une heure, on passe de Grenoble dans un environnement qui peut être de haute montagne hostile, quoi. Skier seul dans l'un des plus beaux hors-pistes du monde est un privilège et ce groupe d'amis ne regrette certainement pas d'avoir tenté sa chance pour venir jusqu'ici. On s'est renseigné déjà pour voir l'état de la route qui a été abîmée là, avec le tunnel du Chambon. Et on a pris la route de secours, qui va très bien. Mais au début des années 1900, plus que les vallons de la Meije, c'est le panorama depuis le col du Lautaret qui a suscité l'intérêt des premiers pionniers du tourisme. Sous l'impulsion de la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, la promotion de la route s'est faite à coups de belles affiches sur fond de haute montagne. Une époque lointaine, pleine d'effervescence, bien ancrée dans le souvenir du doyen, Léopold, tout juste centenaire. Il y avait les cars Pelem et les cars Ricou. Mais ils montaient le matin vers 10h, 11h, mais en colonne, hein, il y avait du monde. Et ils allaient à l'hôtel Pelem au Lautaret. Ils allaient déjeuner là et ils redescendaient à 3h de l'après-midi. On travaillait par là dans les champs, on les regardait passer, c'est tout. Alors comment vous faisiez pour retrouver la route pour aller jusqu'au col du Lautaret? Alors en circulant un peu tous les jours, les chevaux arrivaient à retrouver leurs traces au pied. Ils trouvaient s'ils étaient sur le dur ou s'ils étaient à côté. C'était presque les chevaux qui menaient la manœuvre. Puis il y avait surtout beaucoup plus de neige quand on pense maintenant qu'on passe le Lautaret sur le goudron. L'objectif final de notre découverte, c'est d'arriver au col du Lautaret, à 2058 mètres. Et pour ça, le meilleur moyen, en tout cas le plus sûr,
c'est de monter dans un chasse-neige de l'équipement. Et c'est l'occasion pour moi de réaliser un véritable rêve de gosse, monter dans un chasse-neige. Mais alors, un gros chasse-neige. Voilà mon carrosse. Bonjour. Bonjour. Il n'y a pas trop de vent au col? Non, c'est vrai, c'est calme aujourd'hui. Comment je monte là? Vous montez derrière par la plateforme. Début de la grande expédition, ça j'adore. C'est vraiment la petite cabane. Hein. C'est pas très grand, mais bien confortable quand même. Bien confortable, et c'est chauffé en plus. Voilà plus de 60 ans que les déneigeurs luttent contre les tempêtes de neige pour maintenir le passage du col ouvert. Alors c'est quoi le plaisir du travail? C'est quand la route elle est au noir? C'est quand les gens passent? C'est quand elle est enneigée. Quand t'aimes ça. Et relever ce défi quotidien rend Stéphane et Pascal véritablement heureux. Ah, vous faites partie de ceux qui, comme moi, adorent les tempêtes alors? Un peu, hein. Nous c'est un peu notre travail, notre passion, c'est ça. Ah, on arrive à avoir des cas extrêmes. Ah oui? On se fie aux jalons de balisage qui sont sur le bord des routes, mais bien souvent, en pleine tempête, on les voit pas. Pourtant, ils sont espacés de 15 mètres. Et là, tu te mets au bord du piquet, c'est incroyable, hein? On frôle les jalons, ouais. Ah oui, mais tu regardes à la fois ce côté pour la lame et celui-là pour l'étrave. Et les deux, ouais. Ah oui, quand même. T'as intérêt à te concentrer, puis toi, tu regardes la route au loin. Voilà. Moi, j'essaye d'anticiper la circulation. Et alors, vous devez en avoir vu des naufragés de la neige dans le col, là? Ça, c'est quand il y a la tempête que les touristes sont paniqués sur la route parce que c'est... Ils voient plus rien? Il y a très peu de visibilité, mais il y en a qui abandonnent leur véhicule et qui affrontent la tempête. Ça, c'est super dangereux. Ah oui. Parce que quand il fait moins 5, moins 10, avec le vent, on peut y laisser sa vie. Hein. Même nous, on n'est pas habitués à voir des piétons dans le Lautaret. Avec 300 chevaux sous le capot, Stéphane et Pascal sont en quelque sorte les chevaliers du col du Lautaret, et parfois des sauveurs d'âmes égarées. Depuis le début de mon périple, au départ des gorges de l'Infernet, j'ai parcouru 30 km pour 1000 mètres de dénivelé afin de rallier le col du Lautaret qui paraît comme suspendu au beau milieu des sommets de la Meige et du Galibier. Super. Allez. Et ben voilà, on arrive au Lautaret, 2058 mètres précisément. C'est pas le plus haut col de France, on a des beaucoup plus hauts que ça, mais c'est le plus haut, déneigé tout l'hiver. On peut passer ici dans cet environnement de haute montagne 12 mois sur 12, enfin en principe, et grâce au travail de Pascal et de Stéphane. Bon ben merci. Hein. Merci. C'est sympa, moi j'ai adoré cette petite balade en chasse-neige. Au-delà de la vue extraordinaire, ce qui frappe surtout ici, c'est ce bâtiment singulier, le refuge Napoléon, construit en 1856. Il fut géré par un agent des ponts et chaussées, Alexandre, qui donna naissance à une famille littéralement ancrée au col, la famille Bonabel. Aujourd'hui, les Bonabel tiennent un hôtel juste en face de l'ancien refuge, un hôtel de luxe tout aussi inattendu dans ce lieu sauvage. Bonjour. Monsieur. Est-ce que je pourrais voir Dominique Bonabel, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vais vous le chercher. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ayant survécu à 80 années de tempêtes féroces, les murs sont chargés d'histoire et il se dégage ici une atmosphère particulière à mi-chemin entre un château hanté et un chalet de montagne. Mais c'est surtout un hôtel familial détenu par Dominique, sa femme Sabine, leurs deux enfants Joss et Maëva, ainsi que Kirsty, la femme de Joss, et Molly, la 6e génération de la dynastie Bonabel, à vivre au col depuis 1880. Pourquoi et comment un de tes aïeuls s'est retrouvé ici, au Lautaret? Alors, quand il y a eu les premières migrations, les grandes migrations du siècle dernier, j'ai plusieurs ancêtres qui sont partis. Une partie aux États-Unis, comme beaucoup. L'arrière-grand-père, il n'est pas allé loin, il s'est arrêté au col du Lautaret. On a le refuge ici, avec les premiers chalets qu'il a construits. En tenant le refuge, il s'est aperçu que le tourisme commençait à se développer. Il a donc
construit des chalets pour pouvoir héberger des gens. C'est les années, quand il a construit ce bâtiment, 1934. Type avec la casquette, là, qui conduit la voiture? Voilà, c'est l'arrière-grand-père. Il a fait partie des pionniers des gens qui ont utilisé des voitures à moteur, plus à chevaux. Ici, dans les Hautes-Alpes? Tout à fait. Et c'est pour ça que son surnom, dans le département, c'était le père Benzol. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas l'essence, on disait la benzine. Et lui disait, les chevaux, c'est terminé, maintenant, il faut croire à la benzine. Mais c'est fou, il était visionnaire. Déjà, aller s'installer sur un col qui n'a fait que augmenter son attrait touristique au fil des années. Il fallait avoir du nez, déjà, un petit peu. Et c'était une époque en France où on pouvait, avec la bonne idée, arriver à monter des empires, entre guillemets. D'ailleurs, on l'a appelé l'empereur du Lautaret pendant un petit moment. C'était quand même un sacré pari d'essayer d'augmenter le confort de l'hôtel avec le temps, les générations, en restant dans un endroit complètement perdu. À l'origine, c'était un hôtel de luxe. Moi, j'ai retrouvé des vieilles correspondances qui dataient de l'arrière-grand-père, où il y avait une dame qui écrivait à son ami, qui disait « Ça y est, je suis enfin arrivé chez Monsieur Bonabel, et j'ai l'impression de me retrouver au Ritz ». C'était de la qualité du Ritz il y a 100 ans en arrière. Et on s'est fait un devoir de finir cet hôtel qu'avait pensé le grand-père. Et en fait, ça doit être le seul hôtel de la région dont on n'est pas sûr de pouvoir repartir quand on veut si la route est fermée. On n'est pas sûr de pouvoir repartir avec sa voiture. On vous descendra toujours en chenillette, on vous descendra toujours en chasse-neige. Ça, c'est pas un problème. Puis tu viens rechercher la voiture plus tard. Voilà, mais il faut venir chercher sa voiture après. Car s'il y a bien une chose qui a forgé la réputation du Lautaret, c'est la tourmente et son vent tourbillonnant, plus spectaculaire que la neige elle-même. Un vent qui peut former des congères de plus de 10 mètres et transformer la circulation en un véritable calvaire. Et malgré la présence permanente des équipes de déneigement, il n'est pas rare que le col du Lautaret soit totalement impraticable. Les Bonabel deviennent alors, dans ces moments-là, les derniers gardiens du col. Et en fait, c'est un outil de travail, mais ça t'éclate. Ah ouais, vous avez joué? On y va. Effectivement, on voit très bien le site du col ici. Voilà. Nous avons nos propres engins de déneigement et il nous arrive de collaborer au déneigement, surtout de certaines avalanches, pour aider l'équipement. Ça fait partie de la mentalité montagnarde et de l'entraide entre les gens dans les pays rudes, quoi. Ouais. C'est-à-dire quand il y a un souci, la gendarmerie ou l'équipement peut t'appeler et toi tu vas avec le godet pour redonner un coup de main. Ça arrive très très régulièrement. Mais tu peux comprendre quand même que c'est un milieu extrêmement inquiétant pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs son intérêt, j'allais dire, parce que c'est quand même passionnant, parce que bon, il y a quand même une route, il y a de quoi s'abriter. Et c'est ce petit frisson que les gens peuvent parfois avoir envie de vivre. Oui, ils veulent le vivre et on joue aussi là-dessus. Hein. Cela dit, Dominique, tu sais aussi que parfois ça peut aussi être réellement dramatique. Hein, parce qu'il y a des gens qui se sentent totalement perdus dans ce col, parce que la tourmente, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas quand on n'a pas l'habitude, on ne voit pas à 2 mètres. Et là, tu peux recevoir aussi des gens qui sont complètement paniqués. Hein. Ah oui, tout à fait. On a reçu des gens qui ont fait des crises de nerfs, mais à plus vouloir bouger, à tel point qu'on a dû nous descendre leur véhicule parce qu'ils arrêtaient de conduire. Ah. Et le plus que l'on ait eu, donc chez nous, dans notre partie à habitation, je me rappelle, un soir de tempête, on a accueilli 22 personnes à dormir à la maison. Tous des naufragés de la neige. Je me rappelle, il y avait un agent immobilier qui était persuadé qu'il allait mourir et qui me dit si je m'en sors, j'arrête de vendre des maisons à la montagne, je ne vendrai plus que des maisons à la mer. Quoi. Il y a des gens qui le vivent bien et d'autres qui le vivent très mal. Qui peuvent le vivre très mal. Mais on est bien d'accord que dans ta clientèle, tu as des gens qui viennent en espérant que ça arrive. Ah, oui, il y a une grosse partie. Moi, j'en ferai partie, par exemple. Ah, mais tant mieux. Mais c'est marrant parce qu'on sent une vraie jouissance quand tu parles de ça. T'aimes vraiment ça? Ah ouais, c'est rigolo, j'adore ça. Et je crois que mon fils, c'est encore pire. Ouais, il est parti travailler en Irlande, en Australie, pendant des années. Et un jour, on l'a vu taper à la porte, je viens retour aux sources. C'est ma dernière nuit au col. Et à mon grand regret, pas de tempête de neige, mais une tempête de ciel bleu qui fait prendre conscience de la dimension alpine du paysage. Et l'on oublie vite la longue route qui mène jusqu'ici. Bien que le col du Lautaret puisse être un véritable enfer pour les conducteurs, il est surtout un paradis pour les amoureux de la neige, du vent et des sensations fortes.
émission est maintenant terminée. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis tiens, moi je vais redescendre en voiture. Vous descendez à Briançon? Vous me prenez? Allez. C'est beau aujourd'hui, hein, c'est magnifique. Parce que 18 morts et 3 qui ont perdu la vie. Le mec qui fait chronique d'en haut, il a le vertige, t'y crois? La marche à pied. Qu'est-ce qu'il y a? Ça tue. Ah oui, merde.